Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, vous souhaiter à vous-même, à votre épouse et à la forte délégation qui vous accompagne, le traditionnel Akwaba. Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en terre ivoirienne. Votre visite est le symbole de la longue relation d'amitié et de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France, deux pays liés par la langue et la culture, deux pays dont l'histoire commune est faite d'amitié sincère, de confiance et d'estime réciproque. Votre visite vient donc renforcer davantage nos relations qui sont déjà excellentes. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun, d'ordre bilatéral, régional et international, et sur les voies et moyens de rendre notre coopération plus dynamique et beaucoup plus diversifiée. À la faveur de cette visite, nous avons décidé d'intensifier notre coopération avec la signature de plusieurs accords que nous venons de voir, notamment l'avant-projet du métro d'Abidjan, l'accord relatif à la mise en œuvre et à l'organisation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le protocole relatif au partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, et enfin la convention de crédit dans le secteur de la santé. Au plan régional, nous avons longuement abordé les questions sécuritaires liées à l'expansion du terrorisme dans le Sahel, ainsi que la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Burkina et au Niger. Je voudrais à nouveau vous remercier pour l'engagement de la France à nos côtés, pour lutter contre ce fléau, à travers notamment l'opération Barkhane et le G5 Sahel. Votre engagement a permis la mise en œuvre du projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan commun de lutte contre le terrorisme mis en place en septembre dernier par la CEDEAO et de mettre immédiatement à disposition 100 millions de dollars pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ceci a été confirmé aujourd'hui à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Monsieur le Président, nous avons également examiné l'état de la coopération monétaire entre la France et l'UMOA. À ce sujet, je voudrais saluer le soutien de la France tout au long de l'évolution de notre système monétaire. Le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Au fil des décennies, nous avons ensemble fait évoluer ce système en procédant régulièrement aux réformes nécessaires pour renforcer notre zone monétaire et l'adapter au contexte économique régional et international. Toutes ces réformes ont contribué à faire de notre zone monétaire l'une des plus performantes et dynamiques du continent, avec une croissance annuelle moyenne de 6 à 7% et une inflation maîtrisée à moins de 3%. Ces performances saluées au niveau national et international sont une réelle source de satisfaction et de création de richesses pour nos populations, notamment les plus défavorisées. Cependant, nous devons entreprendre
des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et adresser les défis d'un monde en profonde mutation, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, à ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Cette importante réforme se traduira dans quelques instants par la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire par le président du Conseil des ministres de l'UMOA et le ministre de l'économie et des finances français. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes pairs, avec qui j'étais ce matin à Abuja, saluer votre esprit d'ouverture et votre volonté de contribuer à l'intégration économique des pays en Afrique de l'Ouest. Ce samedi 21 décembre 2019 est un jour historique pour nos pays et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette réforme représente un grand pas dans notre volonté de faire de notre région un espace économique intégré, dynamique et une source de prospérité pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier sincèrement de votre visite en Côte d'Ivoire. Je tiens à nouveau à vous réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser davantage sa coopération avec la France. Enfin, je vous remercie pour l'excellente collaboration de la France pendant le mandat de la Côte d'Ivoire en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui arrive à son terme à la fin de ce mois de décembre 2019. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire à vous-même et à Madame Brigitte Macron et un très heureux anniversaire, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Alassane. Je suis très heureux d'être de retour en Côte d'Ivoire 2 ans après ma première visite à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Et je tiens à vous remercier, cher Président, cher Alassane,
pour votre invitation et votre accueil, vous et votre épouse, à notre endroit et à l'endroit de la délégation qui nous accompagne. Notre relation bilatérale, vous venez de le dire, est ancienne et forte. Elle est basée sur des liens historiques et d'amitié, sur cette langue, cette culture que vous avez rappelée. Elle est faite aussi de femmes et d'hommes qui vivent entre nos deux pays, qui nourrissent au quotidien cette relation, comme en témoigne d'ailleurs la diversité de la délégation qui m'accompagne. Elle est composée de parlementaires engagés dans la relation bilatérale et parfois même fruit de cette relation. Elle est économique, culturelle, sportive. Elle a le visage de cette amitié et de ce que le temps a forgé. C'est aussi ce que les accords signés aujourd'hui, que vous avez rappelés, illustrent parfaitement. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté de plusieurs sujets qui touchent à la fois la coopération bilatérale, la situation régionale et les sujets internationaux. Nous avons tout d'abord parlé de sécurité et de lutte contre le terrorisme. J'y reviendrai brièvement. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez parfaitement résumé notre ambition commune et le Président a un instant rappelé ces enjeux. Ce sujet nous préoccupe tous. Et en rappelant, en effet, les attentats que nos pays ont subis, en particulier durant les années 2015-2016, mais aussi dans des années et des mois plus récents, nous savons combien la lutte contre le terrorisme demeure une priorité. Avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dont nous venons de signer le lancement, nous passons une étape supplémentaire de ce qu'ensemble nous avions enclenché il y a 2 ans et qui permettra, ici même, d'avoir un projet majeur permettant à la Côte d'Ivoire d'être à la pointe en matière de formation et d'entraînement et de consolider également la relation de défense et sécuritaire qui est la nôtre. J'étais hier aux côtés des forces françaises présentes en Côte d'Ivoire qui, je dois le dire, portent d'ailleurs cette amitié dont le travail constant avec vos forces, Monsieur le Président, témoigne de cette amitié et de ce mariage. Et je crois que nous avons là, ensemble, constitué véritablement le socle de la sécurité pour votre pays, pour la région. Et nous le dotons aujourd'hui, avec cette étape supplémentaire, de capacités pour lutter contre le terrorisme. Bien évidemment, c'est au Sahel que ce sujet est le plus brûlant et nous avons, avec le président Ouattara, évoqué cette situation. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur notre engagement et sur l'implication de nos forces. Vous avez eu l'amitié, Monsieur le Président, de rappeler l'opération Barkhane. Il y a aussi la contribution à cette opération des FFCI. J'ai eu l'occasion de leur rendre hommage hier. Mais il y a aussi votre propre implication, dont je vous remercie et dont je sais qu'elle ne cessera de se renforcer. Et nous avons discuté de certains de ces termes à l'instant ensemble. C'est le sens du déploiement du bataillon ivoirien au sein de la MINUSMA au Mali. Et je vous en remercie très profondément parce que c'est à la fois un apport extrêmement structurant, mais aussi le témoignage de votre engagement. C'est aussi le soutien que vous avez rappelé de l'UEMOA qui s'est engagé à apporter aux pays de la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, l'apport que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je souhaite qu'ensemble nous puissions continuer à œuvrer, qu'il s'agisse de formation, de capacité, de coopération et de lutte contre le terrorisme, encore davantage dans cette région, car évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, et tout particulièrement au Burkina Faso, a un impact direct, y compris sur votre pays. Nous continuerons aussi d'être à vos côtés pour assurer la sécurité de votre pays et continuer à lutter efficacement contre toutes les menaces. La France a perdu 13 hommes le 25 novembre. Vous l'avez rappelé. Le Niger a perdu 71 hommes le 10 décembre. Néanmoins, nous devons rester déterminés et unis face à cette menace. C'est le sens des opérations que nous avons continué de conduire et le succès remporté ce matin par nos soldats de Barkhane qui ont neutralisé une trentaine de groupes armés terroristes, libéré 2 otages maliens et saisi de nombreux matériels. Ce combat, nous le poursuivrons et je serai demain après-midi avec le président Issoufou pour poursuivre activement. C'est aussi pour cela
que j'ai souhaité réunir mes homologues du G5 Sahel le 13 janvier à Pau pour redéfinir ensemble le cadre politique et opérationnel de notre action pour la sécurité des populations et des États du Sahel. Et je souhaite que de ce travail puisse naître une clarification politique et stratégique, mais aussi des engagements nouveaux et un travail conjoint, cher Président. Alors, notre relation, notre partenariat ne se limite évidemment pas aux enjeux de sécurité. Je suis aussi venu en Côte d'Ivoire pour aller à la rencontre des femmes et des hommes qui chaque jour travaillent pour relever nos ambitions sur de nombreux sujets et en particulier en matière de développement et de croissance. La France souhaite en effet accompagner, accélérer une croissance redistributive et créatrice d'emplois dans votre pays comme dans le reste du continent. Je souhaite que les entreprises françaises soient des acteurs majeurs de cette croissance dans le plein respect de leurs partenaires ivoiriens. C'est d'ailleurs ce respect qui est la marque de fabrique de nos entreprises. Je le rappelais ce matin aux côtés de notre communauté française, les entreprises françaises qui travaillent en Côte d'Ivoire, elles ont des structures ivoiriennes, elles embauchent et promeuvent des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Elles sont aussi souvent dirigées par des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et ce respect, c'est notre marque de fabrique. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas simplement contributeurs ou participants à près du tiers de la croissance de votre pays, mais aussi des acteurs heureux, harmonieux de la promotion économique, du développement de l'entrepreneuriat des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Nous l'avons vu dans plusieurs domaines et la délégation qui m'accompagne a eu l'occasion de porter de nombreux projets. Nous en avons vu quelques-uns qui continueront d'avancer, des projets fondés sur des besoins africains bien identifiés, reposant sur un modèle économique viable et à fort impact social. Ces projets sont le complément nécessaire aux grands projets d'infrastructure tels que celui du métro d'Abidjan, qui vient d'entrer dans une phase décisive avec la signature du contrat commercial de ce jour. Et qu'il s'agisse du sport, de l'économie numérique, de l'agroalimentaire, des transports, du développement durable et de l'énergie, des industries créatives et culturelles, le partenariat est riche et varié qui continue d'enrichir cette relation bilatérale. Nous avons, avec le vice-président et le Premier ministre, inauguré ce matin l'Agora de Koumassi avec nos deux ministres des Sports. Et c'est un projet emblématique que je souhaiterais ici mettre en avant et qui constitue aussi, je dirais, l'une des matrices avec les projets de ville durable et les démonstrateurs que nous mettrons en évidence lors de cette visite et qui seront consacrés lors du sommet Afrique-France que nous organiserons à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 sur la ville durable. Une ville aux services environnementaux, à une plus grande efficacité énergétique, mais aussi une ville où se structurent des grands projets comme cette Agora ce matin, qui est la première des 91 que vous voulez déployer, et nous continuerons à être vos partenaires, mais où le sport est à côté de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la culture. Demain, nous irons à Bouaké, où je me réjouis de lancer en présence du président Ouattara les travaux du futur grand marché de la ville, attendu par ses habitants depuis plus de 20 ans. Ce projet, qui permettra un désenclavement économique de cette ville majeure du nord du pays, est une autre illustration de ce que nous pouvons faire ensemble pour accompagner le développement urbain, offrir des opportunités aux jeunes générations. Les jeunes générations, c'est aussi sur ce point que je voulais insister, Monsieur le Président. Plus des 3/4 de la population dans votre pays a moins de 35 ans. C'est une chance inouïe. Et c'est d'ailleurs emblématique du défi africain et de ce que j'avais eu l'occasion, lors de mon discours de Ouagadougou, il y a un peu plus de 2 ans, de chercher, si je puis dire, à embrasser notre responsabilité, à nous la France. C'est d'être votre partenaire dans l'avenir à bâtir pour cette jeunesse africaine et en particulier pour la jeunesse ivoirienne. C'est pour cela que je souhaite que la France soit à vos côtés pour développer ces grands projets sportifs, comme nous l'avons fait ce matin, et j'ai annoncé que nous vous accompagnerons pour une dizaine d'agoras supplémentaires à travers le pays pour développer des projets comme celui fait avec l'entreprise Win-Win vu ce matin. C'est aussi pour cela que nous continuerons d'être présents sur les grands sujets éducatifs et culturels,
Le hub auquel nous tenons beaucoup a permis en 2 ans de développer 90 formations communes sur le plan universitaire. C'est donner une ambition pour la jeunesse ivoirienne d'accéder à des formations conjointes et à des doubles diplômes et de casser la fatalité de l'exil pour certaines formations et l'acceptation d'une relation qui était trop asymétrique. C'est aussi ce que nous voulons en matière de santé. Nous étions tout à l'heure avec nos ministres de la Santé et également le vice-président et le Premier ministre, aux côtés de votre jeunesse et de celles et ceux qui se forment à ces professions de santé dans cet Institut national dont vous pouvez être fiers. L'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan est en effet une marque de cette fierté et de votre engagement. Et donc, là aussi, pour votre jeunesse, je souhaite que nous soyons davantage présents. Le prêt de 100 millions d'euros qui vient d'être signé pour les hôpitaux d'Abidjan en est la preuve. La France est l'un des partenaires les plus importants de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, tant à travers son aide bilatérale via le C2D qu'à travers notre contribution multilatérale via le Fonds mondial, le Gavi et United. Il y a quelques semaines, à Lyon, nous avons réussi le pari de la reconstitution du Fonds mondial. 14 milliards de dollars ont été levés. Comme je m'y étais engagé il y a quelques semaines, cet après-midi, avec les ministres, le directeur général de l'AFD et le directeur général du Fonds mondial, Peter Sands, présents avec nous, nous avons signé un partenariat visant à améliorer la complémentarité de nos actions bilatérales et multilatérales. J'y suis très attaché. Vous commencez une stratégie de reconquête en matière de santé avec un engagement pour les prochaines années d'augmentation de 15% par an du budget de la santé. C'est un geste essentiel car cette bataille est centrale. Et nous serons à vos côtés pour celle-ci. L'accord signé cet après-midi, c'est un engagement côté français de faire davantage, en particulier pour consolider, développer le secteur hospitalier, les formations et toutes les structures médicales et bâtir justement ce système sanitaire et médical de base indispensable. Et c'est en même temps l'investissement que nous avons fait dans le Fonds mondial qui permet à celui-ci d'augmenter massivement son investissement en Côte d'Ivoire. 3 pays seront désormais prioritaires pour le Fonds mondial, le Niger, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Et c'est une augmentation de 18% de l'investissement du Fonds mondial dans votre pays qui permettra de lutter plus efficacement contre le paludisme, la tuberculose et le sida, d'aller chercher les publics les plus fragiles, les plus loin des soins et de la prévention, et de réussir ce que nous devons ensemble réussir, qui est d'éradiquer ces pandémies à horizon 2030. C'est ce que nous devons à votre jeunesse, et c'est aussi pour cela que je souhaitais confirmer cet engagement qui, en matière sportive, éducative ou de santé, est simplement la mise en œuvre de ce que nous avions annoncé il y a 2 ans. C'est aussi en entendant votre jeunesse que j'ai souhaité, à vos côtés, Monsieur le Président, engager la France dans une réforme historique et ambitieuse de la coopération monétaire entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine et notre pays. Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Et c'est la jeunesse africaine qui la pose. J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Alors moi je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble en effet un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir et cette jeunesse africaine à conquérir son avenir. C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune qui mette fin aux oripeaux du passé, aux malentendus, parfois à des dispositifs qui n'avaient plus beaucoup de sens,
et qui permettent aussi de bâtir une plus grande intégration régionale, car l'avenir de cette jeunesse de vos pays est dans une plus grande intégration régionale qui permettra davantage de circulation et une plus grande stabilité des économies entre elles. Et je sais ô combien, cher Président, c'est votre ambition, votre souhait et presque l'ouvrage de toute une vie professionnelle. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Vous en avez rappelé les piliers à l'instant, cher Alassane. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Dans le même temps, il y avait des fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l'UEMOA, l'inscrire en cohérence avec la dynamique du projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. L'éco. Cette monnaie verra le jour en 2020. Je m'en félicite. Elle sera l'outil de cette intégration. Le président Ouattara a évoqué la question du nom. Je vais pour ma part ici vous confirmer les deux changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentait 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Il y aura bien sûr de nouvelles occasions pour la France et l'UEMOA de continuer d'échanger avec les différents États membres de l'Union, mais ceux-ci seront plus informels, moins institutionnalisés, reposant sur une dynamique nouvelle, libre, choisie, assumée. Je fais confiance aux équipes de l'ensemble de nos pays, à la fois du côté des États mais aussi des banques centrales, pour continuer d'entretenir un dialogue riche, fluide, sous le sceau de la sincérité et de la confiance. Nous revisitons ainsi des accords vieux de 46 ans. Et cette garantie que nous allons apporter, nous le faisons à votre demande. Mais ces changements profonds, nous les assumons ensemble. Enfin, avec le président Ouattara et l'ensemble des États de l'UEMOA, nous avons tenu à ce que ces évolutions soient rapidement transcrites dans les textes. C'est le sens de l'accord qui va être signé dans quelques instants par le ministre des Finances du Bénin, M. Ouadagni, président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA, et qui vient remplacer l'accord existant depuis plus de 46 ans et qui sera signé avec notre ministre de l'Économie et des Finances. C'est donc bien une étape historique qui est franchie ici. J'espère que cette étape sera le début d'une nouvelle dynamique régionale. J'espère que des pays comme la Guinée, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie poursuivront ce mouvement et avec cette monnaie nouvelle, cette gouvernance nouvelle, œuvreront, cher Président, à vos côtés. Mais je veux ici, solennellement et amicalement,
saluer le rôle que vous avez joué dans ce travail historique, cette avancée que nous avons voulu faire ensemble et que vous allez continuer, je le sais, dans les prochains mois à jouer, car l'année 2020 sera absolument critique pour franchir ces nouvelles étapes. Je veux vous en remercier très sincèrement, cher Président. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais ce soir dire. J'ai beaucoup de fierté, en même temps que de l'amitié, dans ce moment, car je pense que nous franchissons ensemble une étape importante. C'était là aussi un engagement, c'est maintenant une réalisation. Merci en tout cas, Monsieur le Président, cher Alassane, pour votre accueil, pour ces avancées communes, pour votre amitié. Merci beaucoup. Voilà, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous étiez peut-être déjà sans doute avec nous en train de suivre cette conférence de presse commune donnée par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara depuis le palais présidentiel à Abidjan. Pour nous accompagner autour de ces enjeux, Gauthier Rebinski est toujours avec nous. Bonsoir Gauthier, merci d'être là. Et puis François Gaulle nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur au Centre Afrique subsaharienne à l'IFRI. On va revenir sur les annonces et ces allocutions. Les deux chefs d'État ont pris la parole tour à tour. Alors, elles sont venues sur les partenariats économiques, les partenariats en termes de défense aussi qui sont établis entre leurs deux pays. Et puis, cette annonce à retenir, cette annonce inédite, historique de cette réforme du franc CFA. François Gaulle, pourquoi avoir annoncé cette réforme maintenant, d'abord ? Parce que c'est à cause de cette visite d'État en Côte d'Ivoire. C'était l'idée, c'était le vœu, un des vœux principaux du président Ouattara. Et puis aussi parce que, comme l'a rappelé le président français, depuis 2 ans, depuis son discours de Ouagadougou, il était confronté à une nouvelle vague de critiques du franc CFA de la part des Africains et notamment de jeunes intellectuels africains. Pourquoi ? Parce qu'on dit que cette jeunesse africaine voit ce franc CFA, qui va désormais s'appeler ECO à partir de 2020, voit cette monnaie-là comme un symbole de servitude. Ce qu'on lui avait dit, c'est-à-dire, vous savez, il a parlé du discours de Ouagadougou, le président Macron. En réalité, ce discours a été prononcé dans un amphithéâtre universitaire et il a été suivi d'un débat avec les jeunes étudiants de l'université de Ouagadougou. Et dans la discussion, il y a des étudiants qui l'ont accusé à l'époque, qui ont accusé la France de voler l'or des Africains. Alors, c'est très simpliste, mais c'est évidemment à cause du compte d'opération, c'est-à-dire ce système qui fait que les pays membres qui ont le franc CFA pour monnaie, les unions monétaires, donc les pays membres de ces unions monétaires, doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français sur le compte d'opération, ce qu'on appelle le compte d'opération. Ça a toujours été le cas, François Gaulle, depuis la création de cette monnaie ? Oui, alors, il faut bien voir. Donc, si vous voulez, après la dévaluation, il y a eu une seule dévaluation du franc CFA par rapport au franc français et à l'euro. Le franc CFA est une monnaie coloniale au sens propre du terme, puisqu'elle a été créée en 1945. On n'a pas vu, monétairement, si vous voulez, il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a eu une évolution progressive. Et des premières réformes ont été apportées il y a 46 ans, comme l'a dit le président Macron là tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu une première vague en 73, du temps du président Pompidou, il y a eu une première vague de critiques qui émanaient des chefs d'État et qui étaient les mêmes critiques qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la France est colonialiste, néocolonialiste, elle profite elle suce le sang des pays africains, voilà. Elle vit de la prospérité africaine, etc. Et à l'époque, donc, la confrontation a été plus violente qu'aujourd'hui parce que dans un discours officiel lors de la visite du président Pompidou à Lomé, le président Eyadema avait violemment attaqué le franc CFA.
Et le président Pompidou avait été très choqué, mais il a réuni, c'est là qu'on a créé pour la première fois, on a constitué pour la première fois un sommet franco-africain pour examiner ces questions, et on a modifié une première fois la question de l'administration de la zone franc. C'est-à-dire qu'on l'a africanisé d'une première fois. Mais là, vous voyez, il y a une deuxième vague qui vient beaucoup plus de la société civile, plus que de la société politique, et qui s'explique aussi par le fait qu'après la dévaluation de 1994, à mon avis, il y a eu des croyances populaires qui ont évolué, notamment parce que la dévaluation de 1994 a permis la relance de l'exploitation minière dans les pays de la zone franc ouest africaine, et notamment de l'or. Et c'est là que, donc, petit à petit, s'est créée cette idée que, eh bien, les Français emmagasinaient à Paris l'or qui était tiré du sol africain. Et que c'était donc une spoliation, vous voyez, de type néocolonial, absolument inacceptable. Et alors, est-ce que justement... Alors que dans les années 90, il y avait dans les années 90, il y avait eu la seule dévaluation du franc CFA par rapport au franc français. Mais cette dévaluation avait été décidée par la France principalement, et elle s'expliquait pour des raisons de politique monétaire. Il y a eu beaucoup de critiques, y compris en France, sur la question du franc CFA, parce que c'est une monnaie de riches, si vous voulez, elle est indexée sur l'euro pour des pays pauvres. Et elle ne permet pas l'indépendance monétaire des pays qui sont membres des unions monétaires qui ont cette monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas jouer sur sur la dévaluation. Alors cet écho qui doit donc être effectif à partir de 2022, il Alors, sera indexé en fait, sur quel ça ne change pas du tout. Vous voyez, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest va s'appeler ECO. Alors, je ne sais pas comment va s'appeler le franc CFA d'Afrique du Centre. Il y aura très probablement une évolution parallèle. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un sommet de la CEMAC, qui est l'équivalent de l'UMOA, mais pour l'Afrique du Centre. C'est-à-dire l'union monétaire qui émet le franc CFA d'Afrique du Centre. Et les chefs d'État ont dit qu'ils voulaient renégocier avec la France. Dans le communiqué final de la réunion qui s'est tenue au Cameroun, il y a ça. Donc on va... mais ça ne s'appelle pas ECO, parce que l'ECO, c'est la monnaie d'Afrique de l'Ouest. Alors on va reprendre plutôt le chemin du palais présidentiel d'Abidjan, puisque Emmanuel Macron est justement en train de répondre à la presse au sujet de cette nouvelle monnaie, et puis on se reparle. Et la stabilité se construit en évitant l'instabilité monétaire. Et donc l'idée d'avoir justement cette convertibilité, de demander à la France, tout en sortant, de rester un garant, me paraît être un choix d'équilibre que nous avons trouvé ensemble. Et il fonctionne, et je dirais que ce qui est nouveau dans cette grammaire commune, c'est que la France répond à une demande explicite et assumée des États africains et des banques centrales. Et nous ne le faisons que parce que c'est demandé. Le président Ouattara a eu l'occasion d'ailleurs de dire que c'est un élément de stabilité qui facilite le développement et limite l'inflation. Et il est bien meilleur expert que moi, et il pourrait vous dire que les pays qui n'ont pas cette stabilité ont beaucoup plus d'inflation dans la région comme ailleurs. Et donc je pense que c'est bon aussi pour ces économies. Donc oui, c'est la fin de certains vestiges, oui, c'est une avancée. Je ne crois pas une seule seconde que ce soit la perte d'influence, parce que c'est une clarté encore donnée à l'amitié. Moi, je ne veux pas l'influence par la tutelle, je ne veux pas l'influence par l'intrusion. Ça n'est pas le siècle qui se bâtit aujourd'hui et dans lequel, je crois, pour nos deux pays et pour la relation entre le continent africain et la France, c'est un partenariat équilibré. C'est une amitié qui repose sur la confiance. C'est exactement ce qu'on a décidé. Et quand on est amis, on a de l'influence réciproque, dans le respect conjoint, et pas de manière institutionnelle par des accords qui ont été décidés. Je pense que ce qu'on fait est bon pour l'économie ivoirienne, et bon pour la région. Donc je pense qu'à terme, c'est très bon pour notre influence, parce que le peuple ivoirien, comme les Africaines et les Africains, sauront qui a pris ces bonnes décisions pour eux, à ce moment-là, c'est-à-dire nous. Voilà le type d'influence auquel je crois. Pas celui d'hier ou pas celui parfois pratiqué par d'autres,
qui consiste à dire l'influence, c'est beaucoup d'argent avec de l'hégémonie. Ça ne marche plus. Et la jeunesse africaine ne s'y trompe pas. Ensuite, vous avez une deuxième question sur Bouaké, et bien évidemment, au-delà des sujets économiques que j'évoquais tout à l'heure, nous irons avant tout pour honorer les soldats tués, dont je rappelais d'ailleurs la mémoire hier soir, lorsque je m'exprimais devant les forces françaises, tués donc il y a 15 ans. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur des faits qui relèvent, comme vous l'avez rappelé, d'une enquête judiciaire et qui poursuit son travail. Mais la décision que nous avons prise ensemble, c'est d'aller rendre hommage à ces soldats, de faire mémoire, et aussi, ce faisant, d'œuvrer à l'essentiel travail de réconciliation dont la République de Côte d'Ivoire a tant besoin et qui est le chemin sur lequel elle avance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sur la première question, évidemment, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui m'ont fait confiance pour mettre en place un groupe de travail, présidé d'ailleurs par le vice-président Daniel Duncan, qui est un ancien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comprenant le secrétaire général de la présidence, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le président du Conseil des ministres de l'UMOA et d'autres cadres. C'est donc un travail qui a été fait par nous. Je rappelle en toute modestie que j'ai été directeur des études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant de nombreuses années, de 1978 à 1984, et qu'ensuite j'ai été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons géré cette banque dans l'intérêt des populations, avec les textes qui existaient. Et bien évidemment, nous avons considéré, compte tenu de tout ce que nous entendions, qu'il nous appartenait à nous, chefs d'État africains, d'entreprendre cette réforme. Je voudrais donc saluer et remercier le président Macron pour son ouverture. Nous avons eu des discussions sur cette question. Et à chaque fois, il m'a dit que c'était la décision des Africains. Mais bien évidemment, je l'ai tenu informé. Et donc, c'est une décision en toute souveraineté. Alors, je voudrais signaler que le taux de change fixe, certains en font une préoccupation, mais je trouve que cela a été une bonne chose. Ayant été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique moi-même, si nous n'avions pas eu la parité fixe par rapport à l'euro, je crois que nous serions un pays d'inflation, comme de nombreux pays en Afrique de l'Ouest et sur le continent et dans le monde. Et voyez-vous, je vois de nombreux pays où l'inflation est de 100% ou de 1000%, quelquefois même par jour, mais nous n'avons pas eu cela. Et cela a protégé les Africains, en tout cas les pays dont nous parlons.